Voyage au centre de la Terre, Jules Verne, partie 3. Chapitre 14. Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan. Elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche brune d'origine ignée. Elle affecte des formes régulières qui surprennent par leur disposition. Ici, la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine, comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si partout ailleurs elle fait de l'art avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchés, ses pyramides imparfaites, avec la bizarre succession de ses lignes, ici, voulant donner l'exemple de la régularité et précédant les architectes des premiers âges, elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs de Babylone ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la chaussée d'eau géant en Irlande et de la grotte de Fingal dans l'une des Hébrides, mais le spectacle d'une substruction basaltique ne s'était encore jamais offert à mes regards. Or, à Stapi, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille du fjord, comme toute la côte de la presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales hautes de 30 pieds. Ces fûts droits et d'une proportion pure supportaient une archivolte faite de colonnes horizontales dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer. À de certains intervalles et sous cet impluvium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un dessin admirable à travers lesquelles les flots du large venaient se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte, arrachés par les fureurs de l'océan, s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique, ruine éternellement jeune, sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer. Telle était la dernière étape de notre voyage terrestre. Hans nous y avait conduits avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane basse, ni plus belle ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main et le tablier de cuir au rein. « Saelle vertu, lui dit le chasseur. « Goddag, répondit le maréchal Ferrand en parfait danois. Kirkoherde, fit Hans en se retournant vers mon oncle. Le recteur, répéta ce dernier. Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur. Pendant ce temps, le guide mettait le Kirkoherde au courant de la situation. Celui-ci, suspendant son travail, poussa une sorte de cri en usage, sans doute entre chevaux et maquignons, et aussitôt une grande mégère sortit de la cabane. Si elle ne mesurait pas 6 pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Je craignais qu'elle ne vînt offrir aux voyageurs le baiser islandais, mais il n'en fut rien, et même elle mit un peu de bonne grâce à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise du presbytère, étroite, sale et infecte. Il fallut s'en contenter. Le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique. Loin de là. Avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier, et pas du tout à un ministre du Seigneur. Nous étions en semaine, il est vrai. Peut-être se rattrapait-il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres qui, après tout, sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait pas une somme de 60 marcs courants. De là, nécessité de travailler pour vivre, mais à pêcher, à chasser, à ferrer des chevaux, on finit par prendre les manières, le ton et les mœurs des chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes. Le soir même, je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas à la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan lourd et grossier.
Il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cette cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs du départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi. Hans loua les services de 3 Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages. Mais une fois arrivés au fond du cratère, ces indigènes devaient rebrousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. À cette occasion, mon oncle dut apprendre aux chasseurs que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans se contenta d'incliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir, mais maintenant je sentais l'émotion me prendre de plus belle. Qu'y faire ? Si j'avais pu tenter de résister au professeur Lidenbrock, c'était à Hambourg, et non au pied du Sneffels. Une idée, entre toutes, me tracassait fort. Idée effrayante et faite pour ébranler les nerfs, moins sensibles que les miens. Voyons, me disais-je, nous allons gravir le Sneffels. Bien. Nous allons visiter son cratère. Bon. D'autres l'ont fait, qu'ils n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontreux Saknussemm a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan. Or, rien n'affirme que le Sneffels soit éteint. Qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas ? De ce que le monstre dort depuis 1229, s'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller ? Et s'il se réveille, qu'est-ce que nous deviendrons ? Cela demandait à peine d'y réfléchir, et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de Scorie me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tins plus. Je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible et sous la forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allais le retrouver. Je lui fis part de mes craintes et je me reculai pour le laisser éclater à son aise. « J'y pensais », répondit-il simplement. Que signifiaient ces paroles ? Allait-il donc entendre la voix de la raison ? Songeait-il à suspendre ses projets ? C'eût été trop beau pour être possible. Après quelques instants de silence, pendant lesquels je n'osais l'interroger, il reprit en disant « J'y pensais. Depuis notre arrivée à Stapi, je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de me soumettre, car il ne faut pas agir en imprudent. »« Non, » répondis-je avec force. « Il y a 600 ans que le Sneffels est muet. Mais il peut parler. Or, les éruptions sont toujours précédées par des phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays, j'ai étudié le sol, et je puis te le dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. » À cette affirmation, je restais stupéfait, et je ne pus répliquer. « Tu doutes de mes paroles ? » dit mon oncle. « Eh bien, suis-moi. » J'obéis machinalement. En sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct qui, par une ouverture de la muraille basaltique, s'éloignait de la mer. Bientôt, nous étions en rase campagne, et, si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjections volcaniques. Le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basalte, de granit, et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais çà et là des fumerolles remonter dans les airs. Ces vapeurs blanches, nommées rekir, en langue islandaise, venaient des sources thermales, et elles indiquaient par leur violence l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes. Aussi, je tombais de mon haut quand mon oncle me dit « Tu vois toutes ces fumées, Axel ? Eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. »« Par exemple, m'écriai-je. »« Retiens bien ceci, reprit le professeur. Aux approches d'une éruption, ces fumerolles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène, car les fluides élastiques n'ayant plus la tension nécessaire prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe. Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, si tu ajoutes à cette observation que le vent et la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme,
tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cure, l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant, j'avais encore un espoir. C'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galerie, de descendre plus profondément, et cela en dépit de tous les Saknussemm du monde. Je passai la nuit suivante en plein cauchemar, au milieu d'un volcan et des profondeurs de la Terre. Je me sentis lancé dans les espaces planétaires sous la forme d'une roche éruptive. Le lendemain, 23 juin, Hans nous attendait avec ses compagnons chargés de vivres, des outils et des instruments. 2 bâtons ferrés, 2 fusils, 2 cartouchières étaient réservés à mon oncle et à moi. Hans, en homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une autre pleine qui, jointe à nos gourdes, nous assurait de l'eau pour 8 jours. Il était 9 heures du matin. Le recteur et sa haute mégère attendaient devant la porte. Ils voulaient sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable où l'on comptait jusqu'à l'air de la maison pastorale, air infect, j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à beau prix son hospitalité surfaite. Mon oncle paya sans marchander. Un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques rixdales. Ce point réglé, Hans donna le signal du départ, et quelques instants après, nous avions quitté Stapi. Chapitre 15. Le Sneffels est haut de 5000 pieds. Il termine par son double cône, une bande trachytique qui se détache du système orographique de l'île. De notre point de départ, on ne pouvait voir ces 2 pics se profiler sur le fond grisâtre du ciel. J'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le fond du géant. Nous marchions en file, précédés du chasseur. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où 2 personnes n'auraient pas pu aller de front. Toute conversation devenait donc à peu près impossible. Au-delà de la muraille basaltique du fjord de Stapi se présentait d'abord un sol de tourbe, herbacée et fibreuse, résidu de l'antique végétation des marécages de la presqu'île. La masse de ce combustible, encore inexploité, suffisait à chauffer pendant 1 siècle toute la population de l'Islande. Cette vaste tourbière, mesurée du fond de certains ravins, avait souvent 70 pieds de haut et présentait des couches successives de détritus carbonisés, séparés par des feuilles de tuf ponceux. En véritable neveu du professeur Lidenbrock, et malgré mes préoccupations, j'observais avec intérêt les curiosités minéralogiques étalées devant ce vaste cabinet d'histoire naturelle. En même temps, je refaisais dans mon esprit toute l'histoire géologique de l'Islande. Cette île si curieuse est évidemment sortie du fond des eaux à une époque relativement moderne. Peut-être même s'élève-t-elle encore par un mouvement insensible. S'il en est ainsi, on ne peut attribuer son origine qu'à l'action des feux souterrains. Donc, dans ce cas, la théorie de Humphrey Davy, le document de Saknussemm, les prétentions de mon oncle, tout s'en allait en fumée. Cette hypothèse me conduit à examiner attentivement la nature du sol, et je me rendis bientôt compte que la succession des phénomènes qui présidèrent sa formation. L'Islande, absolument privée de terrain sédimentaire, se compose uniquement de tufs volcaniques, c'est-à-dire qu'un agglomérat de pierres et de roches d'une texture poreuse. Avant l'existence des volcans, elle était faite d'un massif trappéen, lentement soulevé au-dessus des flots par la poussée des forces centrales. Les feux intérieurs n'avaient pas encore fait irruption au dehors. Mais, plus tard, une large fente se creusa diagonalement au sud-est au nord-ouest de l'île, du sud-ouest au nord-ouest de l'île, par laquelle s'épancha peu à peu toute la pâte trachytique. Le phénomène s'accomplissait alors sans violence. L'issue était énorme, et les matières fondues rejetées des entrailles du globe s'étendirent tranquillement en vastes nappes ou en masses mamelonnées. À cette époque apparurent les feldspaths,
les syénites et les porphyres. Mais, grâce à cet épanchement, l'épaisseur de l'île s'accrut considérablement, et par suite sa force de résistance. On conçoit quelle quantité de fluide élastique s'emmagasina dans son sein. Lorsqu'elle n'offrit plus aucune issue, après le refroidissement de la croûte trachytique, il arriva donc un moment où la puissance mécanique de ces gaz fut telle qu'ils soulevèrent la lourde écorce et se creusèrent de hautes cheminées. De là, le volcan fait du soulèvement de la croûte, puis le cratère subitement troué au sommet du volcan. Alors, aux phénomènes éruptifs succédèrent les phénomènes volcaniques. Par les ouvertures nouvellement formées, s'échappèrent d'abord des déjections basaltiques, dont la plaine que nous traversions en ce moment offrait à nos regards le plus merveilleux spécimen. Nous marchions sur ces roches pesantes d'un gris foncé que le refroidissement avait moulées en prismes à base d'hexagones. Au loin, se voyait un grand nombre de ces cônes aplatis qui furent jadis autant de bouches ignivomes. Puis, l'éruption basaltique épuisée, le volcan, dont la force s'accrut de celle des cratères éteints, donna passage aux laves et à ces tufs de cendres et ces scories dont j'apercevais les longues coulées éparpillées sur les flancs, comme une chevelure opulente. Telle fut la succession des phénomènes qui constituèrent l'Islande. Tout provenait de l'action des feux intérieurs, et supposer que la masse interne ne demeurait pas dans un état permanent d'incandescente liquidité, c'était folie. Folie, surtout de prétendre atteindre le centre du globe. Je me rassurai donc sur l'issue de notre entreprise, tout en marchant à l'assaut du Sneffels. La route devenait de plus en plus difficile. Le sol montait, les éclats de roches s'ébranlaient, et il fallait la plus scrupuleuse attention pour éviter des chutes dangereuses. Hans s'avançait tranquillement, comme sur un terrain uni. Parfois, il disparaissait derrière les grands blocs, et nous le perdions de vue momentanément. Alors, un sifflement aigu échappé de ses lèvres indiquait la direction à suivre. Souvent aussi, il s'arrêtait, ramassait quelques débris de roc, les disposait d'une façon reconnaissable, et formait ainsi des amers destinés à indiquer la route du retour. Précaution bonne en soi, mais que les événements futurs rendirent inutiles. 3 fatigantes heures de marche nous avaient amenés seulement à la base de la montagne. Là, Hans fit signe de s'arrêter et un déjeuner sommaire fut partagé entre tous. Mon oncle mangeait les morceaux doubles pour aller plus vite. Seulement, cette halte de réfection étant aussi une halte de repos, il dut attendre le bon plaisir du guide qui donna le signal du départ 1 heure après. Les 3 Islandais, aussi taciturnes que leurs camarades le chasseur, ne prononcèrent pas un seul mot et mangèrent sobrement. Nous commencions maintenant à gravir les pentes du Sneffels. Son neigeux sommet, par une illusion d'optique fréquente dans les montagnes, me paraissait fort rapproché. Et cependant, que de longues heures avant de l'atteindre. Quelle fatigue surtout! Les pierres qu'aucun ciment de terre, aucune herbe ne liait entre elles, s'éboulaient sous nos pieds et allaient se perdre dans la plaine avec la rapidité d'une avalanche. En de certains endroits, les flancs du mont faisaient avec l'horizon un angle de 36 degrés au moins. Il était impossible de les gravir et ces raidillons périlleux devaient être tournés non sans difficulté. Nous nous prêtions alors un mutuel secours à l'aide de nos bâtons. Je dois dire que mon oncle se tenait près de moi le plus possible. Il ne me perdait pas de vue, et en maintes occasions son bras me fournit un solide appui. Pour son compte, il avait sans doute le sentiment inné de l'équilibre, car il ne bronchait pas. Les Islandais, quoique chargés, grimpaient avec une agilité de montagnards. À voir la hauteur de la cime du Sneffels, il me semblait impossible qu'on pût l'atteindre de ce côté, si l'angle d'inclinaison des pentes ne se fermait pas. Heureusement, après 1 heure de fatigue et de tours de force, au milieu du vaste tapis de neige développé sur la croupe du volcan, une sorte d'escalier se présenta inopinément, qui simplifia notre ascension.
Il était formé par l'un de ces torrents de pierre rejetés par les éruptions et dont le nom islandais est Stina. Ce torrent n'eût pas été arrêté dans sa chute par la disposition des flancs de la montagne, il serait allé se précipiter dans la mer et former des îles nouvelles. Tel il était, tel il nous servit fort. La raideur des pentes s'accroissait, mais ces marches de pierre permettaient de les gravir aisément, et si rapidement même qu'étant resté un moment en arrière pendant que mes compagnons continuaient leur ascension, je les aperçus déjà réduits par l'éloignement, avec une apparence microscopique. À 7 heures du soir, nous avions monté les 2000 marches de l'escalier et nous dominions une extumescence de la montagne, sorte d'assise sur laquelle s'appuyait le cône proprement dit du cratère. La mer s'étendait à une profondeur de 3200 pieds. Nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles, assez peu élevée en Islande par suite de l'humidité constante du climat. Il faisait un froid violent. Le vent soufflait avec force. J'étais épuisé. Le professeur vit bien que mes jambes me refusaient tout service, et malgré son impatience, il se décida à s'arrêter. Il fit donc signe au chasseur, qui secoua la tête en disant « Au fond de fort ». « Il paraît qu'il faut aller plus haut, » dit mon oncle. Puis il demanda à Hans le motif de sa réponse. « Mistour », répondit le guide. « Ya, Mistour », répétait l'un des Islandais d'un ton effrayé. « Que signifie ce mot » demandai-je avec inquiétude. « Voix », dit mon oncle. Je portai mes regards vers la plaine. Une immense colonne de pierre ponce, pulvérisée, de sable et de poussière, s'élevait en tournoyant comme une trombe. Le vent la rabattait sur le flanc du Sneffels auquel nous étions accrochés. Ce rideau opaque, étendu devant le soleil, produisait une grande ombre jetée sur la montagne. Si cette trombe s'inclinait, elle devait inévitablement nous enlacer dans ses tourbillons. Ce phénomène, assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers, prend le nom de mistour en langue islandaise. « Astig, Astig !» s'écria notre guide. Sans savoir le danois, je compris qu'il nous fallait suivre Hans au plus vite. Celui-ci commença à tourner le cône du cratère, mais en biaisant, de manière à faciliter la marche. Bientôt, la trombe s'abattit sur la montagne qui tressaillit à son choc. Les pierres, saisies dans les remous du vent, volèrent en pluie comme une éruption. Nous étions heureusement sur le versant opposé et à l'abri de tout danger. Sans la précaution du guide, nos corps déchiquetés réduits en poussière fussent tombés au loin, comme le produit de quelques météores inconnus. Cependant, Hans ne jugea pas prudent de passer la nuit sur les flancs du cône. Nous continuâmes notre ascension en zigzag. Les 1500 pieds qui restaient à franchir prirent près de 5 heures. Les détours, les biais et les contre-marches mesuraient 3 lieues au moins. Je n'en pouvais plus. Je succombais au froid et à la faim. L'air, un peu raréfié, ne suffisait pas au jeu de mes poumons. Enfin, à 11 heures du soir, en pleine obscurité, le sommet du Sneffels fut atteint, et avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit, au plus bas de sa carrière, projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds. Chapitre 16. Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eus passées depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi gelé par un air très vif aux rayons d'un beau soleil. Je quittai ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupais le sommet de l'un de ces 2 pics du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique commune à toutes les grandes hauteurs en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Ellesmer s'étalait sous mes pieds. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creuser comme des puits, les lacs se changer en étangs,
les rivières se firent ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés dont quelques-uns s'empanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies, que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes, rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je ne me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue comme une continuation de ses sommets moutonneux. Où finissait la terre, où commençaient les flots, mon œil ne le distinguait à peine. Je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes, et cette fois, sans vertige, car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires, j'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes, imaginaires habitants de la mythologie scandinave. Je m'enivrais de la volupté des hauteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans, qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua dans la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. « Le Groenland, dit-il. »« Le Groenland » m'écriai-je. « Oui, nous n'en sommes pas à 35 lieues, et pendant les dégels, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés sur les glaçons du Nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au sommet du Sneffels. Voici 2 pics, l'un au sud, l'un au nord. Hans va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui que nous portent en ce moment. » Sa demande formulée, le chasseur répondit « Scartaris ». Mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant. « Au cratère !» dit-il. Le cratère du Sneffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, que j'estimais à 2000 pieds environ, que l'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que les pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé, et la comparaison m'épouvantait. Descendre dans un tromblon, pensai-je, quand il est peut-être chargé de ce qui peut partir au moindre choc, cette œuvre de fou. Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis, sans mot dire. Afin de faciliter la descente, Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées par leurs alvéoles, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait les réverbérations d'écho d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol du bâton ferré pour y découvrir les crevasses. À de certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouvât soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court, jusqu'au fond de l'abîme. À midi, nous étions arrivés. Je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône, dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris, qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient 3 cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ 100 pieds de diamètre. Elles étaient là béantes, sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Le professeur Lidenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons,
assis sur des morceaux de lave, le regardait faire. Il le prenait évidemment pour un fou. Tout à coup, mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des 3 gouffres. Mais non. Je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel, Axel !» s'écria-t-il. « Viens, viens !» J'accourus. Ni Hans ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde !» me dit le professeur. Et, partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractères runiques à demi allongés par le temps, ce nom 1000 fois dit et maudit. « Arkne Saknussemm » s'écria mon oncle. « Douteras-tu encore ?» Je ne répondis pas, et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurai-je ainsi plongé dans mes réflexions? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans seuls au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés, et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner ce tapis. Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie ni la force de me lever, et prenant exemple sur le guide, je me laissai aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère. Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des 3 routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Saknussemm, au dire du savant islandais. On devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme, que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait en effet considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire, dont l'ombre, à un jour donné, marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre. Conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin. Que le ciel demeura couvert pendant 6 jours, et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lidenbrock. La journée se passa, et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions, s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards, invariablement tournés vers le ciel, se perdaient dans la teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore. Une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône, et dont chaque pierre accroissait l'assourdissement murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échoué au port. Mais, aux grandes douleurs, le ciel mêle incessamment les grandes joies, et il réservait au professeur Lidenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche, 28 juin, l'antépénultième jour du mois, avec le changement de lune, vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flots dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa bienfaisante effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tournoyer insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. «
À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement les bords de la cheminée centrale. « C'est ça !» s'écria le professeur. « C'est là, au centre du globe !» ajouta-t-il en danois. Je regardai Hans. « Forut !» fit tranquillement le guide. « En avant !» répondit mon oncle. Il était 1h13 du soir. Chapitre 17. Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors, les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celles-ci avaient véritablement naître sous nos pas. Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise ou refuser de la tenter. Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. Hans acceptait si tranquillement l'aventure, avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série de grands arguments, mais, en présence du guide, je me tus. Un de mes souvenirs s'envola vers la jolie Virlandaise et je m'approchai de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait 100 pieds de diamètre ou 300 pieds de tour. Je me penchai au-dessus d'un roc qui surplombait et je regardais. Mes cheveux se hérissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi et le vertige monter à ma tête comme une ivresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retint, celle de Hans. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons du gouffre à la Frexlerkirk de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte que de sa conformation. Ses parois, presque à pic, présentaient cependant de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente. Mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir, mais comment la détacher lorsqu'on serait parvenu à son extrémité inférieure? Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de 400 pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les 2 moitiés de la corde qui ne pouvaient se défiler. Une fois descendu de 200 pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en allant sur l'autre. Puis on recommencerait cet exercice ad infinitum. Maintenant, dit mon oncle, après avoir achevé ses préparatifs, occupe-nous des bagages. Ils vont être divisés en 3 paquets, chacun de nous en attachera un sur son dos. J'entends parler seulement des objets fragiles. L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. Hans, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres. Toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes. Moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais, dis-je, et les vêtements, et cette masse de cordes et d'échelles qui se chargera de les descendre? Ils descendront tout seuls. Comment cela? Demandai-je. Tu vas le voir. Mon oncle employait volontiers les grands moyens et sans hésiter. Sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles et ce paquet solidement cordé fut tout bonnement précipité dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. « Bon, fit-il, à nous maintenant. » Je demandai à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles. Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments. Hans prit celui des outils, moi celui des armes. La descente commença tout dans l'ordre suivant. Hans, mon oncle et moi. Elle se fit dans un profond silence, troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme.
Je me laissais couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre m'arc-boutant au moyen d'un bâton ferré. Une idée unique me dominait. Je craignais que le point d'appui ne vînt à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de 3 personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ces marches glissantes venait à s'ébranler sous le pas de Hans, il disait de sa voix tranquille « Give tact ». « Attention », répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés à la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. Hans tira la corde par l'un de ses bouts, l'autre s'éleva dans les airs. Après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave, sorte de pluie, ou mieux de grêle forte dangereuse. En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquai que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença, et une demi-heure après, nous avions gagné une nouvelle profondeur de 200 pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eût essayé d'étudier pendant cette descente la nature des terrains qui l'environnaient. Pour mon compte, je ne m'en inquiétais guère, qu'ils fussent Pliocène, Miocène, Éocène, Crétacé, Jurassique, Triassique, Pernien, Carbonifère, Dévonien, Silurien ou primitif, cela me préoccupa peu. Mais le professeur, sans doute, fit des observations ou prit ses notes, car à l'une des haltes, il me dit « Plus je vais, plus j'ai confiance. La disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy. Nous sommes en plein sol primordial, sol dans lequel s'est produite l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale, d'ailleurs, nous verrons bien. » Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais à en discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment et la descente recommença. Au bout de 3 heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevai la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher. L'obscurité se faisait peu à peu. Cependant, nous descendions toujours. Il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mate et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de corde, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété 14 fois cette manœuvre qui durait une demi-heure. C'était donc 7 heures, plus 14 quarts d'heure de repos, ou 3 heures et demie. En tout, 10 heures et demie. Nous étions partis à 1 heure, il devait être 11 heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces 14 manœuvres d'une corde de 200 pieds donnaient 2800 pieds. En ce moment, la voix de Hans se fit entendre. « Halte !» dit-il. Je m'arrêtai court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés, » dit celui-ci. « Où ?» demandai-je en me laissant glisser près de lui. « Au fond de la cheminée perpendiculaire. »« Il n'y a donc pas d'autre issue ?»« Si, une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite. Nous verrons cela demain. Soupons d'abord et nous dormirons après. » L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea, et l'on se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus le point brillant à l'extrémité de ce tube long de 3000 pieds, qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation, et qui, d'après mes calculs, devait être Sigma de la petite ours. Puis, je m'endormis d'un profond sommeil. Chapitre 18. 8 heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller. Les 1000 facettes de lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillaient comme une pluie d'étincelles. Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants. « Eh bien, Axel, qu'en dis-tu » s'écria mon oncle en se frottant les mains.
As-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de Conistras? Plus de bruit de charrettes, plus de cris marchands, plus de vociférations de bateliers. Sans doute, nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits, mais ce calme même a quelque chose d'effrayant. Allons donc, s'écria mon oncle. Si tu t'effraies déjà, que sera-ce plus tard? Nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la terre. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île. Ce long tube vertical qui aboutit au cratère du Sneffels s'arrête à peu près au niveau de la mer. En êtes-vous certain? Très certain. Consulte le baromètre. En effet, le mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à 29 pouces. Tu le vois, reprit le professeur, nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère, et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre. Cet instrument allait, en effet, nous devenir utile, du moment que le poids de l'air dépasserait la pression calculée au niveau de l'océan. Mais, dis-je, n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit fort pénible? Non, nous descendrons lentement, et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures. Nous en aurons trop peut-être, mais j'aime mieux cela. Ne perdons pas un instant. Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne? Je me souvins alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir. Mon oncle interrogea Hans, qui, après avoir regardé attentivement avec les yeux de chasseur, répondit « Der Hüb ». Là-haut? En effet, ce paquet était accroché à une saillie de roc, à une centaine de pieds au-dessus de notre tête. Aussitôt, l'agile Islandais grimpa comme un chat, et en quelques minutes, le paquet nous rejoignit. « Maintenant, dit mon oncle, déjeunons. » Mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire. Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlées de genièvre. Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations. Il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes. Lundi 1er juillet. Chronomètre, 8h17 du matin. Baromètre, 29P, 7L. Thermomètre, 6 degrés. Direction, est-sud-est. Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut donnée par la boussole. « Maintenant, Axel, s'écria le professeur d'une voix enthousiaste, nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. » Cela dit, mon oncle prit d'une main appareil de Kumkorf suspendu à son cou, et de l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne, et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie. Hans portait le second appareil, qui fut également mis en activité. Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel, même au milieu des gaz les plus inflammables. « En route !» fit mon oncle. Chacun reprit son ballot. Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits, et moi, troisième, nous entrâmes dans la galerie. Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevai la tête, et j'aperçus une dernière fois par le champ de l'immense tube ce ciel de l'Islande, que je ne me devais plus jamais revoir. La lave. À la dernière éruption de 1229, s'était frayé un passage à travers ce tunnel. Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant. La lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures, tenaient lieu de marche, et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui faisait marche sous nos pieds devenait stalactite sur toutes les autres parois. La lave, poreuse en de certains endroits, présentait de petites ampoules arrondies, des cristaux de quartz opaques, ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres semblaient s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre.
C'est magnifique, m'écriai-je involontairement. Quel spectacle, mon oncle! Admirez ces nuances de la lave qui vont du rouge au brun, au jaune éclatant, par des dégradations insensibles. Et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux. Ah, tu viens, Axel, répondit mon oncle. Ah, tu trouves cela splendide, mon garçon. Tu en verras bien d'autres, je l'espère. Marchons, marchons. Il aurait dit plus justement glissons, car nous laissions aller sans fatigue sur ces pentes inclinées, mais le facilis descendus Averni de Virgile. La boussole que je consultais fréquemment indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant, la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible. Cela donnait raison aux théories de Davy, et plus d'une fois, je consultais le thermomètre avec étonnement. 2 heures après le départ, il ne marquait encore que 10 degrés, c'est-à-dire un accroissement de 4 degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route, mais il gardait pour lui le résultat de ses observations. Le soir, vers 8 heures, il donna le signal d'arrêt. Hans, aussitôt, s'assit. Les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas. Au contraire, certains souffles arrivaient jusqu'à nous. Quelle cause les produisait? À quelle agitation atmosphérique attribuer leur origine? C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment. La faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner. Une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisé. Le mot « halte » me fit donc plaisir à entendre. Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave, et chacun mangea avec appétit. Cependant, une chose m'inquiétait. Notre réserve d'eau était à demi consommée. Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines, mais jusqu'alors celle-ci manquait absolument. Je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur le sujet. « Cette absence de source te surprend ?» dit-il. « Sans doute, et même elle m'inquiète. Nous n'avons plus d'eau que pour 5 jours. »« Sois tranquille, Axel, je te réponds que nous trouverons de l'eau, et plus que nous en voudrons. »« Quand cela ? Quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave. Comment veux-tu que les sources jaillissent à travers ces parois ? Mais peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs ? Il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement. » « Qui te fait supposer cela ? » C'est que si nous étions très avancés à l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte. « D'après ton système, répondit mon oncle, qu'indique le thermomètre ? 15 degrés à peine, ce qui ne fait qu'un accroissement de 9 degrés depuis notre départ. Eh bien, conclus ? Voici ma conclusion. D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est de 1 degré par 100 pieds. Mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre. Ainsi, à Yakoust, en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'1 degré avait lieu par 36 pieds. Cette différence dépend évidemment de la conductibilité des roches. J'ajouterais aussi que dans le voisinage d'un volcan éteint, et à travers la gneiss, on a remarqué que l'élévation de la température était d'1 degré seulement pour 125 pieds. Prenons donc cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable, et calculons. Calcule, mon garçon. Rien n'est plus facile, dis-je en disposant les chiffres sur mon carnet. 9 fois 125 pieds donnant 1125 pieds de profondeur. Rien de plus exact. Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à 10 000 pieds au-dessous du niveau de la mer. Est-il possible ? Oui, ou les chiffres ne sont plus les chiffres. Les calculs du professeur étaient exacts. Nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kickbals, dans le Tyrol, et celles de Wittenberg, en Bohême. La température, qui aurait dû être de 81 degrés,
Ah oui, 82 degrés en cet endroit étaient de 15 à peine. Cela donnait singulièrement à réfléchir. Chapitre 19. Le lendemain, mardi 30 juin à 6 heures, la descente fut reprise. Nous suivions toujours la galerie de lave, véritable rampe naturelle, douce comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans des vieilles maisons. Ce fut ainsi jusqu'à midi 17 minutes, instant précis où nous rejoignîmes Hans, qui venait de s'arrêter. « Ah !» s'écria mon oncle, « nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée. » Je regardais autour de moi. Nous étions au centre d'un carrefour auquel 2 routes venaient d'aboutir, toutes 2 sombres et étroites. Laquelle convenait-il de prendre ? Il y avait là une difficulté. Cependant, mon oncle ne voulut paraître hésiter ni devant moi, ni devant le guide. Il désigna le tunnel de l'Est, et bientôt, nous y étions enfoncés tous les 3. D'ailleurs, toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment, car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre. Il fallait s'en remettre absolument au hasard. La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible, et sa section fort inégale. Parfois, une succession d'arceaux se déroulait devant nos pas comme les contre-nefs d'une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen-Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui a l'ogive pour générateur. 1 mille plus loin, nos têtes se courbaient sous des cintres surbaissés du style roman, et de gros piliers engagés dans le massif pliaient sous la retombée des voûtes. À de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions qui ressemblaient aux ouvrages des castors, et nous nous y glissions en rampant à travers d'étroits boyaux. La chaleur se maintenait à 1 degré supportable. Involontairement, je songeais à son intensité quand les laves vomies par le Sneffels se précipitaient par cette route, si tranquille aujourd'hui. Je m'imaginais les torrents de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu. Pourvu, pensais-je, que le vieux volcan ne vienne pas à se reprendre d'une fantaisie tardive. Ces réflexions, je ne les communiquai point à l'oncle Lidenbrock. Il ne les eût pas comprises. Son unique pensée était d'aller en avant. Il marchait, il glissait, il dégringolait même, avec une conviction qu'après tout, il valait mieux admirer. À 6 heures du soir, après une promenade peu fatigante, nous avions gagné 2 lieues dans le sud, mais à peine un quart de mille en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea sans trop causer, et l'on s'endormit sans trop réfléchir. Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples. Une couverture de voyage dans laquelle on se roulait composait toute la literie. Nous n'avions à redouter ni froid, ni visite importune. Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du Nouveau Monde, sont forcés de se veiller les uns les autres pendant des heures de sommeil. Mais ici, solitude absolue et sécurité complète. Sauvages ou bêtes féroces, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre. On se réveilla le lendemain frais et dispos. La route fut reprise. Nous suivions un chemin de lave comme la veille. Impossible de reconnaître la nature des terrains qu'il traversait. Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontal. Je crus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la Terre. Cette disposition devint si manifeste vers 10 heures du matin, et par suite si fatigante, que je fus forcé de modérer notre marche. « Eh bien, Axel, dit impatiemment le professeur. « Eh bien, je n'en peux plus, répondis-je. « Quoi ? Après 3 heures de promenade sur une route si facile ?» « Facile, je ne dis pas non, mais fatigante à coup sûr. »« Comment ? Quand nous n'avons qu'à descendre. À monter, ne vous en déplaise. »« À monter ?» fit mon oncle, en haussant les épaules. « Sans doute. Depuis une demi-heure, les pentes se sont modifiées, et à les suivre ainsi, nous reviendrons certainement à la terre de l'Islande. » Le professeur remua la tête, en homme qui ne veut pas être convaincu. J'essayai de reprendre la conversation. Il ne me répondit pas,
et donna le signal du départ. Je vis bien que son silence n'était que la mauvaise humeur concentrée. Cependant, j'avais repris mon fardeau avec courage et je suivais rapidement Hans, que précédait mon oncle. Je tenais à ne pas être distancé. Ma grande préoccupation était de ne point perdre mes compagnons de vue. Je frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe. D'ailleurs, la route ascendante devenait plus pénible. Je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la terre. C'était un espoir. Chaque pas le confirmait, et je me réjouissais à cette idée de revoir ma petite Grauben. À midi, un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie. Je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles. Au revêtement de la lave succédait la roche vive. Le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement. Nous étions en pleine époque de transition, en pleine période silurienne. « C'est évident, m'écriai-je, les sédiments des eaux ont formé à la seconde époque de la Terre ces schistes, ces calcaires et ces grès. Nous tournons le dos au massif granitique. Nous rassemblons à des gens de Hambourg qui prenaient le chemin de Hanovre pour aller à Lübeck. » J'aurais dû garder pour moi mes observations. Mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence, et l'oncle Lidenbrock entendit mes exclamations. « Qu'as-tu donc » dit-il. Ainsi nommé parce que les terrains de cette période sont fort étendus en Angleterre, dans les contrées habitées autrefois par la peuplade celtique, des Silures. « Voyez, répondis-je, en lui montrant la succession variée de grès, de calcaire et de premiers indices des terrains ardoisés. « Eh bien, nous sommes arrivés à cette période pendant laquelle sont apparues les premières plantes et les premiers animaux. Ah, tu penses ? Mais regardez, examinez, observez. » Je forçai le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie. Je m'attendais à quelque exclamation de sa part. Mais, loin de là, il ne dit pas un mot et continua sa route. M'avait-il compris ou non ? Ne voulait-il pas convenir, par amour-propre d'oncle et de savant, qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'Est, ou tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité ? Il était évident que nous avions quitté la route des laves et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer de Sneffels. Cependant, je me demandais si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains. Ne me trompais-je pas moi-même ? Traversions-nous réellement ces couches de roches superposées au massif granitique ? Si j'ai raison, pensai-je, je dois trouver quelques débris de plantes primitives, et il faudra bien me rendre à l'évidence. Cherchons. Je n'avais pas fait 100 pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux. Cela devait être, car, à l'époque silurienne, les mers renfermaient plus de 1500 espèces végétales ou animales. Mes pieds, habitués au sol dur des laves, foulèrent tout à coup une poussière faite de débris de plantes et de coquilles. Sur les parois se voyaient distinctement des empreintes de fucus et de lycopodes. Le professeur Lidenbrock ne pouvait s'y tromper, mais il fermait les yeux, j'imagine, et continuait son chemin d'un pas invariable. C'était de l'entêtement poussé hors de toute limite. Je n'y tins plus. Je ramassai une coquille parfaitement conservée qui avait appartenu à un animal à peu près semblable au cloporte actuel. Puis, je rejoignis mon oncle et je lui dis « Voyez !» « Eh bien, répondit-il tranquillement, c'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites. Pas d'autre chose. » « Mais n'en concluez-vous pas… » »« Ce que tu en conclus toi-même. Si, parfaitement. Nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves. Il est possible que je me sois trompé, mais je ne serai certain de mon erreur qu'au moment où j'aurai atteint l'extrémité de cette galerie. Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle, et je vous approuverais fortement si nous avions à craindre un danger de plus en plus menaçant. Et lequel ? Le manque d'eau. Eh bien, Axel, nous nous rationnerons. Chapitre 20. En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait durer plus de 3 jours. C'est ce que je reconnus le soir au moment du souper. Et, fâcheuse expectative, nous avions peu d'espoir de rencontrer quelques sources vives dans ces terrains de l'époque de transition.
Pendant toute la journée du lendemain, la galerie déroula devant nos pas par ses interminables arceaux. Nous marchions presque sans mot dire. Le mutisme de Hans nous gagnait. La route ne montait pas, du moins d'une façon sensible. Parfois même, elle semblait s'incliner. Mais cette tendance peu marquée, d'ailleurs, ne devait pas rassurer le professeur, car la nature des couches ne se modifiait pas et la période de transition s'affirmait davantage. La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire, qui donna son nom à ce genre de terrain. Des spécimens de marbre magnifiques revêtaient les murailles, les uns d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres de couleur incarnat ou d'un jaune taché de plaques rouges. Plus loin, des échantillons de ces griottes à couleur sombre dans lesquelles le calcaire se relevait en nuances vives. La plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs, mais depuis la veille, la création avait fait un progrès évident. Au lieu des trilobites rudimentaires, j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait, entre autres des poissons ganoïdes, ou ces sauropteris dans lesquels l'œil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile. Les mers dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de ces espèces, et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelles formations. Il devenait évident que nous remontions l'échelle de la vie animale dont l'homme occupe le sommet. Mais le professeur Lidenbrock ne paraissait pas y prendre garde. Il attendait deux choses. Ou qu'un puits vertical vînt à s'ouvrir sous ses pieds et lui permette de reprendre sa descente, ou qu'un obstacle l'empêchât de continuer cette route. Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée. Le vendredi, après une nuit pendant laquelle je commençais à ressentir les tourments de la soif, notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie. Après 10 heures de marche, je remarquai que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement. Le marbre, le schiste, le calcaire, le grès des murailles faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat. À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m'appuyai sur la paroi. Quand je retirai ma main, elle était entièrement noire. Je regardai de plus près. Nous étions en pleine houillère. « Une mine de charbon !» m'écriai-je. « Une mine sans mineur !» répondit mon oncle. « Et qui sait ?»« Moi, je sais !» répliqua le professeur d'un ton bref. « Et je suis certain que cette galerie percée à travers ces couches de houille n'a pas été faite à la main, des hommes. Mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature, cela m'importe peu. L'heure du souper est venue. Soupons. » Hans prépara quelques aliments. Je mangeai à peine, et je bus les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration. La gourde du guide à demi pleine, voilà tout ce qui nous restait pour désaltérer 3 hommes. Après leur repas, mes 2 compagnons s'étendirent sur leur couverture et trouvèrent dans le sommeil un remède à leur fatigue. Pour moi, je ne pus dormir, et je comptais les heures jusqu'au matin. Le samedi, à 6 heures, on repartit. 20 minutes plus tard, nous arrivions à une vaste excavation. Je reconnus alors que la main de l'homme ne pouvait avoir creusé cette houillère. Les voûtes en eussent été étançonnées, et véritablement, elles ne se tenaient que par un miracle d'équilibre. Cette espèce de caverne comptait 100 pieds de largeur sur 150 de hauteur. Le terrain avait été violemment écarté par une commotion souterraine. Le massif terrestre, cédant à quelques puissantes poussées, s'était disloqué, laissant ce large vide où des habitants de la Terre pénétraient pour la première fois. Toute histoire de la période houillère était écrite sur ces sombres parois, et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses. Les lits de charbon étaient séparés par des strates de grès ou d'argile compactes, et comme écrasés par ces couches supérieures. À cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire, la Terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double extraction d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante. Une atmosphère de vapeur enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil.
De là, cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau. Peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant. Les climats n'existaient pas encore, et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe, égale à l'équateur et au pôle. D'où venait-elle? De l'intérieur du globe. En dépit des théories du professeur Lidenbrock, un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde. Son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre. Les plantes privées des bienfaisances effluves du soleil ne donnaient ni fleurs ni parfum, mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours. Il y avait peu d'arbres, des plantes herbacées seulement, d'immenses gazons, des fougères, des lycopodes, des sigillières, des astérophilites, familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers. Or, c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. L'écorce élastique du globe obéissait au mouvement de la masse liquide qu'elle recouvrait. De là, des fissures, des affaissements nombreux. Les plantes, entraînées sous les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables. Alors, intervint l'action de la chimie naturelle au fond des mers. Les masses végétales se firent tourbes d'abord, puis, grâce à l'influence des gaz et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon qu'une consommation excessive doit pourtant épuiser en moins de 3 siècles, si les peuples industriels n'y prennent garde. Ces réflexions me revenaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert. L'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables. À quoi bon, d'ailleurs, quand la houille est répandue, pour ainsi dire, à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées? Aussi, telle je voyais ces couches intactes, telle elle serait encore lorsque sonnerait la dernière heure de ce monde. Cependant, nous marchions, et seul de mes compagnons, j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques. La température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des laves et des schistes. Seulement, mon odorat était affecté par une odeur fort prononcée de protocarbures d'hydrogène. Je reconnus immédiatement dans cette galerie la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de grisou, et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes. Heureusement, nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Ruhmskorff. Si par malheur nous avions imprudemment exploré cette galerie à la torche à la main, une explosion terrible eût fini le voyage en supprimant les voyageurs. Cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir. Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route. Les ténèbres toujours profondes à 20 pas empêchaient d'estimer la longueur de la galerie, et je commençais à la croire interminable, quand soudain, à 6 heures, un mur se présenta inopidément à nous. À droite, à gauche, en haut et en bas, il n'y avait aucun passage. Nous étions arrivés au fond d'une impasse. « Eh bien, tant mieux !» s'écria mon oncle. « Je sais au moins à quoi m'en tenir. Nous ne sommes pas sur la route de Saknussemm. Et il ne reste plus qu'à revenir en arrière. Prenons une nuit de repos, et avant 3 jours, nous aurons regagné le point où les 2 galeries se bifurquent. »« Oui, dis-je, si nous en avons la force. »« Et pourquoi non ? Parce que demain, l'eau manquera tout à fait. » « Et le courage manquera-t-il aussi ? » dit le professeur en me regardant d'un œil sévère. Je n'osais lui répondre. Chapitre 21. Le lendemain, le départ eut lieu du grand matin. Il fallait se hâter. Nous étions à 5 jours de marche du carrefour. Je ne m'appesantirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas plus fort. Hans, avec la résignation de sa nature pacifique, moi, je l'avoue, me plaignant et me désespérant.
Je ne pouvais avoir le cœur contre cette mauvaise fortune. Ainsi que je l'avais prévu, l'eau se fit tout à faire défaut à la fin du premier jour de marche. Notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre, mais cette infernale liqueur brûlait le gosier, et je ne pouvais même plus en supporter la vue. Je trouvais la température étouffante. La fatigue me paralysait. Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement. On faisait halte alors. Mon oncle ou l'Islandais me réconfortaient de leur mieux. Mais je voyais déjà que leur premier réagissait péniblement contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau. Enfin, le mardi 8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi-mort au point de jonction des deux galeries. Là, je demeurais comme une masse inerte, étendue sur le sol de lave. Il était 10 heures du matin. Hans et mon oncle, accotés à la paroi, essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuits. De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées. Je tombais dans un profond assoupissement. « Pauvre enfant !» murmura-t-il avec un véritable accent de pitié. Au bout de quelque temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras. Je fus touché de ses paroles, n'étant pas habitué aux tendresses du farouche professeur. Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes. Il se laissa faire en me regardant. Ses yeux étaient humides. Je le vis alors prendre la gourde suspendue à son côté. À ma grande stupéfaction, il l'approcha de mes lèvres. « Bois, fit-il. » Avais-je bien entendu? Mon oncle était-il fou? Je le regardais d'un air hébété, je ne voulais pas le comprendre. « Bois, reprit-il. En relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres. Oh, jouissance infinie! Une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu, une seule, mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait. Je remerciai mon oncle en joignant les mains. « Oh, oui, fit-il, une gorgée d'eau. La dernière, entends-tu bien? La dernière. » Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde. 20 fois, 100 fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire. Mais non, Axel, je la réservais pour toi. Mon oncle, murmurai-je pendant que mes grosses larmes mouillaient mes yeux. Oui, pauvre enfant, je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour, tu tomberais à demi-mort, et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer. Merci, merci, m'écriai-je. Si peu que ma soif fût apaisée, j'avais cependant retrouvé quelque force. Les muscles de mon gosier, contractés jusqu'alors, se détendaient, et l'inflammation de mes lèvres s'était adoucie. Je pouvais parler. Voyons, dis-je, nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre. L'eau nous manque. Il faut revenir sur nos pas. Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder. Il baissait la tête. Ses yeux fuyaient les miens. « Il faut revenir, m'écriai-je, et reprendre le chemin du Sneffels. Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère. »« Revenir, fit mon oncle, comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi-même. « Oui, revenir, et sans perdre un instant. » Il y eut ici un moment de silence assez long. « Ainsi donc, Axel, reprit le professeur d'un ton bizarre, ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie? »« Le courage ! Je te vois abattu comme avant et faisant encore entendre des paroles de désespoir. À quel homme avais-je affaire? À quel projet son esprit audacieux formait-il encore? Quoi? Vous ne voulez pas? Renoncer à cette expédition au moment où tout s'annonce qu'elle ne peut réussir? Jamais. Alors, il faut se résigner à périr? Non, Axel, non. Pars. Je ne veux pas ta mort. Que Hans t'accompagne. Laisse-moi seul. Vous abandonnez? Laisse-moi, je te dis. Te dis-je. J'ai commencé ce voyage, je l'accomplirai jusqu'au bout, où je ne reviendrai pas. Va-t'en, Axel, va-t'en. Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation. Sa voix, un instant attendrie, redevenant dure et menaçante. Il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible. Je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme, et, d'un autre côté, l'instinct de la conservation me poussait à le fuir. Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée.
Il comprenait cependant ce qui se passait entre les deux compagnons. Nos gestes indiquaient assez la voie différente où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre. Mais Hans semblait s'intéresser peu à la question dans laquelle l'existence se trouvait en jeu. Prêt à partir si l'on lui donnait le signal du départ, prêt à rester à la moindre volonté de son maître. Que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui? Mes paroles, mes gémissements, mon accent auraient eu raison de cette froide nature. Ces dangers que le guide ne paraissait pas soupçonner, je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt. À nous deux, nous aurions peut-être convaincu l'entêté professeur. Au besoin, nous l'aurions contraint à regagner les hauteurs du Sneffels. Je m'approchai de Hans. Je mis ma main sur la sienne. Il ne bougea pas. Je lui montrai la route du cratère. Il demeura immobile. Ma figure haletante disait toutes mes souffrances. L'Islandais remua doucement la tête en désignant tranquillement mon oncle. « Master, fit-il. »« Le maître » m'écriai-je. « Insensé ! Non, il n'est pas le maître de ta vie. Il faut fuir. Il faut l'entraîner. M'entends-tu? Me comprends-tu » J'avais saisi Hans par le bras. Je voulais l'obliger à se lever. Je luttais avec lui. Mon oncle intervint. « Du calme, Axel, dit-il. Tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur. Ainsi, écoute ce que j'ai à te proposer. » Je me croisai les bras en regardant mon oncle bien en face. « Le manque d'eau, dit-il, m'est seul obstacle à l'accomplissement de mes projets. Dans cette galerie de l'Est, faite de lave, de schiste, de houille, nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide. Il est possible que nous soyons plus heureux en suivant le tunnel de l'Ouest. » Je secouai la tête avec un air de profonde incrédulité. « Écoute-moi jusqu'au bout, reprit le professeur en forçant la voix. Pendant que tu gisais là, sans mouvement, j'ai été reconnaître la conformation de cette galerie. Elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe et, en peu d'heures, elle nous conduira au massif granitique. Là, nous devons rencontrer des sources abondantes. La nature de la roche le veut ainsi, et l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction. Or, voici ce que j'ai à te proposer. Quand Colomb a demandé 3 jours à ses équipages pour trouver les terres nouvelles, ces équipages, malades, épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande, et il a découvert le Nouveau Monde. Moi, le Colomb de ces régions souterraines, je ne te demande qu'1 jour encore. Si ce temps écoulé je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre. En dépit de mon irritation, je fus ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage. « Eh bien, m'écriai-je, qu'il soit fait comme vous le désirez, et que Dieu récompense votre énergie surhumaine. Vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort. En route. » Chapitre 22. La descente recommença, cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait en avant selon son habitude. Nous n'avions pas fait 100 pas que le professeur promenait sa lampe le long des murailles et s'écriait « Voilà le terrain primitif. Nous sommes dans la bonne voie. Marchons, marchons. » Lorsque la terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits et des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre, par laquelle s'est penché autrefois le granit éruptif. Ces 1000 détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale, et elle a reconnu qu'il se compose en 3 couches différentes, les schistes, le gneiss, le mischkaschiste, reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or, jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe, de la texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers les taches des schistes colorées de belles nuances vertes, serpentaient des filons métalliques de cuivre.
de manganèse avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avidité humaine n'aurait jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours, les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. Au schiste succédèrent le gneiss, une structure stratiforme, remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets, puis les micaschistes, disposés en grandes lamelles, rehaussées à l'œil par les scintillations du mica blanc. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ses jets de feu sous tous les angles, et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux, dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements. Vers 6 heures du soir, cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser. Les parois prirent une teinte cristallisée, mais sombre. Le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz, pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes celles qui supportent, sans en être écrasées, les 4 étages du terrain du globe. Nous étions murés dans l'immense prison de granit. Il était 8 heures du soir, l'eau manquait toujours, je souffrais horriblement. Mon oncle marchait en avant, il ne voulait pas s'arrêter. Il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de quelconque source. Mais rien. Cependant, mes jambes refusaient de me porter. Je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte. C'eût été pour lui le coup du désespoir, car la journée finissait, la dernière qui lui appartint. Enfin, mes forces m'abandonnèrent. Je poussai un cri et je tombai. « À moi, je meurs !» Mon oncle revint sur ses pas. Il me considéra en croisant ses bras, puis, paroles sourdes sortirent de ses lèvres. « Tout est fini. » Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards, et je fermai mes yeux. Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes 2 compagnons immobiles et roulés dans leur couverture. Dormaient-ils ? Pour mon compte, je ne pouvais pas trouver un instant de sommeil. Je souffrais trop, et surtout, de la pensée que mon mal devait être sans remède. Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille. Tout était fini. Car, dans un pareil état de faiblesse, il ne fallait même pas songer à regagner la surface du globe. Il y avait 1 lieue et demie d'écorce terrestre. Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules. Je me sentais écrasé et je m'épuisais en efforts violents pour me retourner sous ma couverture sur la couche de granit. Quelques heures se passèrent. Un silence profond régnait autour de nous. Un silence de tombeau. Rien n'arrivait à travers ces murailles dont la plus mince mesurait 5000 d'épaisseur. Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit. L'obscurité se faisait dans le tunnel. Je regardais plus attentivement et il me sembla voir l'Islandais qui disparaissait, la lampe à la main. Pourquoi ce départ ? Hans nous abandonnait-il ? Mon oncle dormait. Je voulus crier. Ma voix ne put trouver de passage entre mes lèvres desséchées. L'obscurité était devenue profonde et les derniers bruits venaient de s'éteindre. « Hans nous abandonne !» m'écriai-je. « Hans ! Hans !» Ces mots, je les criais en moi-même. Il n'allait pas plus loin. Cependant, après le premier instant de terreur, j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect. Son départ ne pouvait être une fuite. Au lieu de remonter la galerie, il la descendait. De mauvais desseins l'eussent entraîné en haut, non en bas. Ce raisonnement me calma un peu, et je revins à un autre ordre d'idées.
Hans, cet homme paisible, un motif grave avait pu seul l'arracher à son repos. Allait-il donc à la découverte? Avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi? Chapitre 23. Pendant 1 heure, j'imaginais dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur. Les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête. Je crus que j'allais devenir fou. Mais enfin, un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre. Hans remontait. La lumière incertaine commençait à glisser sur les parois, puis elle déboucha par l'orifice du couloir. Hans parut. Il s'approcha de mon oncle, lui remit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement. Mon oncle se leva. « Qu'est-ce donc » fit-il. « Vatten » répondit le chasseur. Il faut croire que, sous l'inspiration des violentes douleurs, chacun devient polyglotte. Je ne savais pas un seul mot de danois, et cependant, je compris d'instinct le mot de notre guide. « De l'eau ! De l'eau !» m'écriai-je en battant des mains, en gesticulant comme un insensé. « De l'eau !» répétait mon oncle. « Arv ! Arv !» demandait-il à l'Islandais. « Nedat !» répondit Hans. « Où ? En bas ?» Je comprenais tout. J'avais saisi les mains du chasseur et je les pressais, tandis qu'il me regardait avec calme. Les préparatifs du départ ne furent pas longs, et bientôt nous descendions un couloir dont la pente atteignait 2 pieds par toise. 1 heure plus tard, nous avions fait 1000 toises environ et descendu 2000 pieds. En ce moment, nous entendions distinctement un son inaccoutumé courir dans les flancs de la muraille granitique, une sorte de mugissement sourd, comme un tonnerre éloigné. Pendant cette première demi-heure de marche, ne rencontrant point la source annoncée, je sentais les angoisses me reprendre. Mais alors, mon oncle m'apprit l'origine des bruits qui se produisaient. « Hans ne s'est pas trompé, dit-il. Ce que tu entends là, c'est le mugissement d'un torrent. »« Un torrent !» m'écriai-je. « Il n'y a pas à en douter. Un fleuve souterrain circule autour de nous. » Nous hâtâmes le pas, surexcités par l'espérance. Je ne sentais plus ma fatigue. Ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà. Le torrent, après s'être longtemps soutenu au-dessus de notre tête, courait maintenant dans la paroi de gauche, mugissant et bondissant. Je passais fréquemment ma main sur le roc, espérant y trouver des traces de suintement ou d'humidité, mais en vain. 1 demi-heure s'écoula encore, 1 demi-lieue fut encore franchie. Il devint alors évident que le chasseur, pendant son absence, n'avait pu prolonger ses recherches au-delà. Guidé par un instinct particulier aux montagnards, aux hydroscopes, il sentit ce torrent à travers le roc. Mais certainement, il n'avait point vu le précieux liquide. Il ne s'y était pas désaltéré. Bientôt, même, il fut constant que, si notre marche continuait, nous nous éloignerons du torrent dont le murmure tendait à diminuer. On rebroussa chemin. Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché. Je m'assis près de la muraille, tandis que les eaux couraient à 2 pieds de moi, avec une violence extrême. Mais un mur de granit nous en séparait encore. Sans réfléchir, sans me demander si quelque moyen n'existait à se procurer cette eau, je me laissai aller à un premier moment de désespoir. Hans me regarda et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres. Il se leva, prit la lampe. Je le suivis. Il se dirigea vers la muraille. Je le regardai faire. Il colla son oreille sur la pierre sèche et la promena lentement en écoutant le plus grand soin. Je compris qu'il cherchait le point précis où le torrent se faisait entendre le plus bruyamment. Ce point, il le rencontra dans la paroi latérale de gauche, à 3 pieds au-dessus du sol. Combien j'étais ému. Je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur. Mais il fallut bien comprendre et l'applaudir, et le presser de mes caresses, quand je le vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même. « Sauvé !» m'écriai-je. « Oui !» répétait mon oncle avec frénésie. « Hans a raison. Ah, le brave chasseur, nous n'aurions pas trouvé cela !» Je le crois bien. Un pareil moyen, quelque simple qu'il fût, ne nous serait pas venu à l'esprit. Rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente du globe.
Et si quelques éboulements allaient se produire qui nous écrasaient? Et si le torrent se faisait jour à travers le roc et nous envahir? Ces dangers n'avaient rien de chimérique. Mais alors, les craintes d'éboulement et d'inondation ne pouvaient nous arrêter, et notre soif était si intense que, pour l'apaiser, nous eussions creusé au lit même de l'océan. Hans se mit à ce travail que ni mon oncle ni moi n'eussions accompli. L'impatience emportait notre main. La roche eût volé en éclats sous ses coups précipités. Le guide, au contraire, calme et modéré, usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés, creusant une ouverture large d'un demi-pied. J'entendais le bruit du torrent s'accroître, et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres. Bientôt, le pic s'enfonça de 2 pieds dans la muraille de granit. Le travail durait depuis plus d'1 heure. Je me tordais d'impatience. Mon oncle voulait employer les grands moyens. J'eus eu peine à l'arrêter, et déjà il saisissait son pic, quand soudain un sifflement se fit entendre. Un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée. Hans, à demi renversé par le roc, ne put retenir un cri de douleur. Je compris pourquoi, lorsque, plongeant mes mains dans le jet liquide, je poussai à mon tour une violente exclamation. La source était bouillante. « De l'eau à 100 degrés !» m'écriai-je. « Eh bien, elle refroidira !» répondit mon oncle. Le couloir s'emplissait de vapeur, tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines. Bientôt, nous y puisons notre première gorgée. Ah! Quelle jouissance! Quelle incomparable volupté! Qu'était cette eau? D'où venait-elle? Peu importait. C'était de l'eau, et, quoique chaude encore, elle ramenait au cœur la vie prête à s'échapper. Je buvais sans m'arrêter, sans goûter même. Ce ne fut qu'après 1 minute de délectation que je m'écriai. « Mais c'est de l'eau ferrugineuse !»« Excellente pour l'estomac, » répliqua mon oncle, « et d'une haute minéralisation. Voilà un voyage qui vaut celui du spa ou de Toplitz. »« Ah, que c'est bon !»« Je le crois bien. Une eau puisée à 2 lieues sous terre, elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable. Une fameuse ressource que Hans nous a procurée là. Aussi, je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire. « Bien !» m'écriai-je. Et le nom de Hans Bach fut aussitôt adopté. Hans n'en fut pas plus fier. Après s'être modérément rafraîchi, il s'accota dans un coin avec son calme accoutumé. « Maintenant, dis-je, il ne faudrait pas laisser perdre cette eau. »« À quoi bon ?» répondit mon oncle. « Je soupçonne la source d'être intarissable. »« Qu'importe, remplissons l'outre et les gourdes. Puis, nous essaierons de boucher l'ouverture. » Mon conseil fut suivi. Hans, au moyen d'éclats de granit et d'étoupes, essaya d'obstruer l'entaille faite à la paroi. Ce ne fut pas chose facile. On se brûlait les mains sans y parvenir. La pression était trop considérable, et nos efforts demeurèrent infructueux. Il est évident, dis-je, que les nappes supérieures de ce cours d'eau sont situées à une grande hauteur, à en juger par la force du jet. « Ce n'est pas douteux, » répliqua mon oncle. « Il y a là 1000 atmosphères de pression. Si cette colonne d'eau a 32 000 pieds de hauteur... Mais il me vient une idée. »« Laquelle ? » ?»« Pourquoi nous entêter à boucher cette ouverture ? » ?»« Mais parce que... » J'aurais été embarrassé de trouver une bonne raison. « Quand nos gourdes seront vides, nous sommes assurés de trouver à les remplir. »« Non, évidemment. » « Eh bien, laissons couler cette eau. Elle descendra naturellement et guidera ceux qu'elle rafraîchira en route. »« Voilà qui est bien imaginé, » m'écriai-je, et avec ce ruisseau pour compagnon, il n'y a plus aucune raison de ne pas réussir dans nos projets. « Ah, tu y viens, mon garçon, » dit le professeur en riant. « Je fais mieux que d'y venir, j'y suis. » Un instant. Commençons par prendre quelques heures de repos. J'oubliais vraiment qu'il fit nuit. Le chronomètre se chargea de me l'apprendre. Bientôt, chacun de nous, suffisamment restauré et rafraîchi, s'endormit d'un profond sommeil.